Vous êtes tout dans l'œil du photographe. Bienvenue dans ce podcast réalisé par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Julien Apruzès, photographe d'images de marque. Mon invité aujourd'hui est un peu à part dans la photographie contemporaine. C'est l'un des rares à assumer autant le côté scientifique que le côté artistique du métier, et je le soupçonne même d'apprécier les réactions que son positionnement déclenche parce que ça lui donne l'occasion d'expliquer son point de vue en détail, et il le fait très bien. Dans cet épisode, nous parlons de son ancienne vie professionnelle, de son studio à la maison et des mois de geekage intensif qu'il a consacré à se former, des similitudes créatives qu'il a constatées entre la musique et la photo, de l'alliance subtile entre l'art et la science, Léonard de Vinci à l'appui, de mon premier jugement hâtif sur son travail qui est beaucoup plus courant que j'aurais pu l'imaginer, et de l'impact de ses projets personnels sur ses projets clients. Bienvenue dans l'œil de Julien Apruzès. Bonjour Julien. Bonjour. Bienvenue chez toi, puisque tu nous reçois aujourd'hui, tu reçois tous les auditeurs du podcast dans ton studio. Bienvenue. Merci. On va commencer cette interview en te demandant qui es-tu, Julien ? Écoute, je suis un photographe qui essaye de faire de belles images, qui a débuté en 2013. Et la particularité, en fait, c'est que je viens d'un tout autre métier avant, donc c'était une reconversion. Et voilà, je suis basé dans le banlieue sud de Paris. Et je suis installé dans mon petit studio, en fait, à mon domicile, histoire de pouvoir rester proche de ma famille, de m'occuper des enfants, dont j'ai eu aussi ma petite fille qui est arrivée le 5 novembre. Voilà, merci beaucoup. C'est tout frais. Yes. Tu viens d'aborder le sujet, on va poser la question tout de suite. Qu'est-ce que tu faisais avant ? Alors en fait, avant, j'étais ingénieur du son. Je travaillais en studio et j'étais ingénieur enregistrement et mixage pour les artistes en maison de disques. Tu as été primé, je crois, dans ce métier-là. J'ai eu, dis pas de bêtises, 4... en fait, je sais plus après ces disques. Enfin, ce que j'ai eu, c'est disque d'or, disque de platine, mais il y a eu 4 récompenses. 4 récompenses. En photo, c'est quoi ta formation ? Autodidacte. 100%. 100%. T'as appris avec des vidéos, t'as appris avec des livres, t'as appris en suivant des formations ? Alors, j'ai un peu de tout. Et par contre, si tu veux, si on fait le camembert, la plus grosse partie de ma formation, c'était plutôt le fait que le studio en fait, que j'ai fait construire chez moi, à la base, était pour mon studio de mixage. Et du coup, quand j'ai vendu en fait mon studio, j'ai tout vendu, j'ai gardé les murs. Et donc, les murs sont devenus du coup un studio photographie. Donc j'avais tout de suite, quand j'ai commencé, un endroit, un studio, et j'ai acheté un appareil photo et une lumière. Et l'avantage en fait que j'ai eu quand j'ai commencé, c'est que comme je venais de vendre en fait mon studio, j'ai pu me permettre de prendre 2 années sabbatiques. Alors une année où vraiment je me suis reposé, et une deuxième année où je me suis lancé. Donc j'ai eu, si tu veux, 1 an, mais j'avais pas encore rencontré ma femme, j'avais pas d'enfant. Donc c'est 1 an, c'est vraiment 365 jours, quasiment 7 jours sur 7. De photos. À geeker en fait dans le studio et à essayer plein de choses. Donc il y a suivre des formations, lire des bouquins, et il y a le fait d'avoir le jouet entre les mains et en fait de jouer avec matin et soir. T'es pas tombé dans le piège habituel des gens qui veulent apprendre quelque chose, qui passent des heures et des heures à regarder de la formation sans jamais mettre en pratique. Il y a ce piège-là. Il faut absolument toujours en fait avoir ce temps, mais ça c'est ce qu'on apprend après quand tu fais certaines études. C'est la chance que j'ai eue, c'est qu'en ayant fait des études scientifiques, on t'apprend énormément en fait à l'autodidaxie. Et donc, si tu veux, autant il faut toujours prendre, pour moi à la base, il faut prendre de la théorie, puis tout de suite en fait essayer de la digérer, puis revenir à la théorie, puis la pratique, puis la théorie, la pratique, et faire plein d'allers-retours comme ça. Et vraiment, j'insiste, la chance que j'ai eue, c'est que si tu veux aujourd'hui quelqu'un qui veut apprendre, il a sa vie de famille,
il a son métier peut-être. Et donc, l'équivalent de la quantité de travail que j'ai pu faire pendant 1 an, c'est peut-être 4 ans chez une personne qui n'a pas cette facilité-là. D'accord, c'est les fameuses 10 000 premières photos de Cartier-Bresson. Voilà. Pourquoi, du coup, la photo en studio? C'est parce que justement, tu avais ce temps, cet espace devant toi, ou il y a d'autres raisons derrière? Alors, je pense que là, c'est vraiment une question de sensibilité. Même, tu vois, d'ADN. Quand j'étais ingénieur du son, au départ, en fait, tu as plein de catégories d'ingénieur du son. Tu peux être ingénieur du son en broadcast, tu peux être ingénieur du son en live, tu peux être ingénieur du son en studio. Et tout de suite, en fait, c'est la catégorie studio qui m'a le plus parlé. C'est le fait, si tu veux, de rentrer dans le détail et de chercher, sans forcément vouloir l'atteindre, la perfection en fait, du son. Et dans la photographie, quand j'ai commencé, je me suis intéressé un peu à tout. J'ai fait un peu de mariage, un peu de... Tout ce qui est... Parce que quand tu commences, de toute façon, il faut quand même faire un peu d'alimentaire pour démarrer l'activité. Pour justifier tout le matériel que tu viens d'acheter aussi. Déjà, et puis tu sais pas exactement ce qui te plaît vraiment. Et ça s'est vite dégagé qu'en fait, ce qui me plaisait, c'était c'est le côté art studio. C'est vraiment le fait de rentrer dans le détail, tu vois, de la réalisation et de maîtriser les choses et de les contrôler. Voilà. Mais c'est pas une catégorie qui, pour moi, est supérieure à une autre. C'est une catégorie qui, moi, rentre en fait dans ma sensibilité. C'est comme quand j'étais ingénieur du son, on m'avait proposé d'être ingénieur du son live, ça ne m'a pas du tout plu. Et donc en fait, j'ai l'impression qu'il y a une énorme analogie du coup dans le son, dans l'image, où la photographie de reportage me plaît beaucoup moins, pour moi, que la photographie picturale de studio. Donc tu es dans une vraie continuité entre tes deux carrières. J'ai l'impression. Et il y a, si tu veux, même dans la création du contenu, que ce soit de la création de musique ou la création d'images, si tu savais l'analogie qu'il y a, mais c'est incroyable. Il y a un pont qui s'y fait, mais alors, il y a peut-être ça aussi qui m'a beaucoup aidé. Je donne un exemple tout bête. Quand tu mixes un morceau, il y a un élément qui te permet en fait de faire avancer ou reculer un élément dans le son. Et c'est ce qu'on appelle en fait les réflexions. Donc, soit en fait le fait d'ajouter en fait de la réflexion, donc jusqu'à de la réverb, ça te permet en fait de faire avancer et reculer. Dans l'image, c'est le contraste qui fait ça. Et si tu veux, quand tu commences à faire l'analogie entre différents outils, mais que le principe est toujours le même, c'est de mettre en priorité des choses et de faire reculer certaines choses. Beaucoup de choses en fait que j'ai compris comme ça dans le son, dans le mixage. Si tu veux, il n'y a qu'un seul logiciel, c'est Pro Tools. Dans l'image, c'est Photoshop. Donc, ouais. Et quand tu rentres dans les logiciels, presque les menus sont au même endroit. Donc, il y a une vraie continuité, il y a une vraie logique. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup surpris dans ce domaine-là. Donc, continuité de méthode, continuité de philosophie, continuité de lieu aussi, puisque tu es dans le même lieu. Studio, ouais, toujours studio. Et tu vois, c'est le studio où on est là. Et c'était mon studio de son avant et maintenant mon studio de photographie, parce qu'au final, c'est que 4 murs, quoi. En termes de photo, est-ce que tu fais autre chose comme photo que de la photo de studio aujourd'hui ? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je me suis vraiment spécialisé dans ce qui me fait le plus kiffer, si tu veux. C'est la création d'images picturales, création d'images de marque, voilà. Toutes mes activités de reportage, donc que ce soit même pour les reportages pour les entreprises ou que ce soit pour le mariage, toutes ces choses-là, en fait, j'ai arrêté parce que c'était contre nature. C'est pas vraiment ce qui... Ça te fait pas vibrer. Ouais, c'est vraiment ça. Et à un moment donné, j'ai pris la décision parce que ça reste quand même un risque, après au niveau business. J'allais dire que c'était très courageux de faire un choix aussi tranché. Ouais. Et alors, pas si tranché que ça, parce que du coup, je fais plus que de la photographie, si tu veux, de marque. Mais... par exemple, le lundi, je vais travailler avec une marque qui fait des vêtements. Donc, je vais photographier, tu vois, du produit, puis de la mode, etc. Le mardi, je vais photographier, tu vois, par exemple,
un restaurant et donc on va faire du culinaire. Donc, si tu veux, ça reste de la photographie en création d'images, mais tout sujet. D'accord. Donc c'est une forme de reportage, c'est juste pas le reportage tel qu'on peut l'entendre, tel que moi je vais l'entendre par exemple. Alors, on en parlait juste avant de commencer. Pour moi, vraiment, et ça va résumer vraiment le truc, c'est que toutes les catégories, sous-catégories de photographie, pour moi, ça n'existe pas vraiment. Pour moi, il n'y a que 2 catégories en photographie. Il y a le photojournalisme et le picturalisme. Le photojournalisme, tu respectes la réalité. Le picturalisme, tu interprètes la réalité, un peu à l'instar du peintre. Et tu as compris où je suis. Moi, je suis dans le picturalisme. Voilà. C'est cette catégorie-là que j'ai choisi de privilégier, mais elle reste extrêmement large. Mais en fait, ce que je voulais dire plus dans ma remarque, c'est que finalement, on peut photographier les mêmes sujets, on va juste pas le faire de la même manière. Tout à fait. Je continue à faire des photographies liées au mariage. Mais ça va être par exemple une marque de robe de mariée, une marque, tu vois, de composition florale, etc. Mais c'est dans le sujet du mariage, mais c'est photographié autrement. D'accord, mais ça rejoint une idée que j'ai qui est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire. Ah non, mais non. Il y a ta manière. Mais oui. Et c'est vrai que chacun va apporter sa petite touche Mais oui. à un sujet déjà vu et revu. Bien sûr. On va passer à quelques questions un peu plus techniques, un peu plus rapides. C'est quoi qui t'a amené à la photo ? Alors, il y a ce que j'ai réussi à mettre des mots dessus, si tu veux. J'ai une passion absolue, c'est les arts et les sciences. C'est quand les deux se rejoignent. Steve Jobs. Ouais, ou carrément, tu vois, De Vinci, quoi. Tu vois, genre, De Vinci, j'ai lu tout ce qui est possible de lire dessus. Et c'est le concept de rêver, de mathématiser, en fait, le beau. Et j'ai eu cette approche, en fait, dans la musique, dans le son, où tu fais de l'art. Alors après, moi, j'étais pianiste depuis petit. Mais le pianiste en tant que tel ne me fait pas vibrer plus que ça. Par contre, on m'a appelé un jour à poser en fait du coup des pianos sur un album, et quand je suis rentré en studio, et c'était la première fois de ma vie, et que j'ai vu en fait cet ingénieur derrière cette grande console qui traitait le son du piano et pour le sublimer, mais c'est marrant à dire ça, mais comme dans un dessin animé, quoi. Genre ma tête elle a explosé. C'est une révélation. C'est ça que je veux faire et rien d'autre. Et là, parce que cette expérience-là était sur la musique, j'ai commencé en fait dans le son, mais j'aurais eu cette expérience-là en fait dans un autre domaine. C'est plutôt global, c'est quand l'art rencontre la science. Et donc, dans la photographie, si tu veux, j'adore cette approche où tu mélanges l'art de la photographie avec la science de la photographie. Et c'est pour ça que le picturalisme me parle beaucoup plus, parce qu'il y a plus de recherche dans le rendu. Ce que tu es en train de dire, c'est que tu as trouvé un moyen de sublimer quelque chose par une approche, j'aime pas dire scientifique du coup, mais oui, c'est... Mais tu vois, regarde, je te coupe. C'est un truc qui est incroyable. Quand on dit scientifique, on dirait qu'on dit un gros mot. Et j'ai ce discours avec énormément de personnes, surtout quand je vais, par exemple, au salon de la photo, où tu as l'impression qu'en fait, les gens, ils sont juste tombés sur un prof de maths, mais archi nul au lycée, et qu'ils en sont sortis mais dégoûtés, tu vois, des maths, de la physique. Moi, le problème, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer en fait un prof de maths qui s'appelait Monsieur France, tu vois. Et qui m'a passionné pour les sciences, pour la curiosité de la science, tu vois. Et en fait, moi, c'est un kiff. Mais t'es tombé sur la bonne personne aussi pour ça. J'ai eu ça, j'ai eu une année une bonne prof de maths, où j'ai eu 20 sur 20 toute l'année, et pas mal d'années des profs de merde, où j'ai eu 3 sur 20 toute l'année. Mais aujourd'hui, tu dis, ah là là, je kiffe les maths, mais on te prend pour un dingue. C'est vrai. Mais il y a une espèce de dédain de la technique aujourd'hui. Comment te dire ça ? Moi, quand j'ai créé le podcast, un des écueils, une des choses que je voulais éviter à tout prix, c'était de devenir un podcast technique avec du facile à faire, facile à répéter. Moi, je voulais aller au fond des choses avec des gens qui ont une vision. Et je voulais parler de la vision, je voulais pas parler de la partie technique. Et c'est vrai qu'en discutant avec toi, je me rends compte que la partie technique, on n'y échappe pas de toute façon. Mais parce que je le prends pas comme un fardeau. Ouais. C'est parce que moi, en fait, si tu veux, je suis extrêmement... En fait,
c'est la curiosité de savoir comment ça marche. Et quand j'ai annoncé par exemple à mes parents que je voulais, tu vois, devenir photographe, alors déjà, j'ai dû leur faire un massage cardiaque, mais mon père m'a offert le livre photo qu'il avait acheté, édition des années 80. Je te jure, ça a été un choc. T'ouvres le bouquin des années 80, c'est un livre de physique. T'ouvres un bouquin de photos en 2020, c'est un bouquin sur les chakras, sur les alignements des planètes. Et c'est ça qui, pour moi, est révélateur du monde dans lequel on vit à l'heure actuelle. On a peur d'étudier, on a peur de la technique. On a juste peur, tu vois, que ce soit compliqué. On veut que toutes les choses soient simples, faciles, rapides. Et ça me fait pas kiffer. Voilà. Je pense que tu as la bonne approche de la technique. Mais tu vois, ça me fait sourire ce que tu viens de dire sur les livres des années 80. J'ai sur mon bureau un appareil photo qui a une quarantaine d'années, qui est un Canon AE1 de mémoire. Et quand je l'ai ressorti de son carton, j'ai cherché le mode d'emploi sur Internet et je suis tombé sur le mode d'emploi de cet appareil photo-là, qui était un manuel technique qui t'apprenait la photo. Mais oui. Et je dis toujours, tu vois, ça se rejoint même après sur les logiciels et tout ça. Il y a un gars qui est payé, son job à lui, c'est d'écrire une notice. Et 80% de toutes les réponses que tu peux te poser, les réponses aux questions que tu peux te poser sont dans la notice. Et aujourd'hui, pose la question, qui lit une notice ? Personne. Et pourtant, il y a un gars, mais je me mets à la place de ce gars, mais je me pends. Ça doit être très frustrant. Le mec a passé une année, tu vois, à écrire cette notice. Et en plus, il y a des marques qui vont plus loin, comme tu dis, qui vont rajouter un contenu instructif, où ils vont rappeler, tu vois, de la théorie et tout ça. Mais c'est gratuit, c'est offert dans ton appareil photo. Ouais. Et derrière, tu cherches après des bouquins, genre à la Fnac, et en fait, du coup, il n'y a plus rien dedans. Aujourd'hui, pour rechercher, si tu veux, le contenu fondamental, j'ai dû aller à la Bibliothèque nationale de France et chercher des vrais, entre guillemets, livres instructifs. Qui ne soient pas commerciaux, faits pour générer un max de pognon en très peu de temps. C'est ça, moi, qui me rend fou. Et je dis toujours, en fait, le problème qu'il y a en fait en photographie à l'heure actuelle et qui est très lié, si tu veux, à la mode Instagram, c'est que et qui va en plus dans le sens où tu entends de plus en plus des gens qui vont dire que genre la photographie est un art mineur. C'est lié au sérieux du métier. Tu vas dans le cinéma, il y a un sérieux dans ce métier, il y a un respect des maîtres, il y a un respect du travail et des études. Pareil quand tu fais les beaux-arts, quand tu veux étudier la peinture, c'est les premiers cours aux beaux-arts, c'est des cours de physique. Mais dans la photographie, non. Dans la photographie, aujourd'hui, on veut que tout soit facile, rapide, pas prise de tête. Et ça, je ne le comprends pas. Parce que je pense que la réponse à ça, c'est que c'est très facile de prendre un appareil photo et de faire une photo. Après, il faut voir la photo qu'on fait. Je pense qu'aujourd'hui, n'importe qui prend un appareil, clique sur le bouton et a l'impression d'avoir fait une photo. Bah, évidemment. Et quand on parle de technique, ils ont l'impression que c'est juste régler 3 boutons et c'est bon. Alors que la technique, il y a quand même beaucoup plus de choses à apprendre à ça. Et en plus, la formation est vulgarisée dans le sens où on t'apprend même pas on te dit qu'on t'apprend une technique. En fait, on t'apprend une méthode vulgarisée pour faire quelque chose. Mais c'est ça. C'est-à-dire que tu achètes un appareil photo à, 1000, 2000 euros. Mais moi, après, il y a toujours cette notion aussi de la valeur de l'argent. Quand j'achète un truc à 2000 euros, c'est que tu sois aisé ou pas aisé, 2000 euros, c'est une somme, putain. Ouais. Quand tu achètes un truc à 2000 euros, le minimum de respect que tu peux avoir avec le matériel, c'est de lire la notice. Ouais, et de savoir t'en servir. Et exactement, tu vois. Combien de personnes achètent, tu vois, des appareils photo qui sont hyper haut de gamme et ne savent pas l'utiliser. C'est vrai. À l'époque où je donnais des cours, les gens me demandaient quel appareil ils devaient acheter. Je disais, commence par maîtriser ton appareil à toi. Ce qui me semblait être le truc logique. Et eux, ils pensaient qu'un 5D allait les améliorer. Alors que la réalité, c'est pas ça du tout, quoi.
Du coup, ton premier appareil, c'était numérique ou argentique, vu la génération que tu as, vu les années que tu m'as annoncé, ça doit plutôt être du numérique. Numérique, et en fait, le fait est, c'est que je n'ai jamais eu d'appareil photo de toute ma vie. Et donc, le premier appareil photo, je l'achète en 2012. Et D'accord. c'est un Fujifilm X100. D'accord. On est en 2020, donc ça fait 8 ans. Voilà. Ça fait un sacré bout de chemin en 8 ans. Je sais pas. Mais ce qui est marrant, c'est que du coup, quand j'achète l'appareil photo, quand je te dis que je n'y connais rien, c'est je sais même pas. C'est juste que je dis bon bah si pour commencer, il faut que j'achète un appareil, sinon. Et je l'ai acheté juste parce que je suis tombé en fait dans un magazine, j'ai vu une pub, j'ai trouvé jolie. Voilà. Ouais. Et ça a façonné beaucoup de ta carrière par la suite, j'ai l'impression, ce choix-là. Ouais, et franchement, je sais pas ce qui m'a appris. J'étais frappé par la lumière ce jour-là parce que jamais je ne changerai de marque pour rien au monde, parce que déjà le côté familial en fait dans l'entreprise, et je trouve que c'est la marque qui a le plus compris le domaine photographique à l'heure actuelle. Mais bon, je suis passé sur leurs appareils aussi au départ parce que j'avais pas la place, je voyageais trop pour transporter autant de matériel. Donc du coup, ça a beaucoup allégé mon sac. Ma valise de l'époque passait tout le temps en soute, ce qui est très rageant quand tu as 25 000 balles de matériel et qu'on te le colle en soute de force. Et c'est vrai que finalement, retrouver toutes ces molettes de quand moi j'étais jeune, mais quel pied. C'est ça. En fait, moi, c'est pas forcément le côté léger, parce que comme j'avais pas d'expérience avant, je savais pas qu'il fallait un truc léger. C'est le fait de se retrouver en fait avec des molettes mécaniques. Et en fait, tu redeviens amoureux de ton matériel. Qu'est-ce qui te plaît dans la photo de studio ? Ce qui me plaît dans la photo de studio, c'est la création. C'est-à-dire en fait que tu dégages une paternité à l'image qui est différente quand tu es dans le reportage, dans le photojournalisme. Si tu fais de la photo de studio où vraiment tu as réfléchi le concept, c'est toi qui as tout fait. C'est toi qui as mis les choses dans le cadre, c'est toi qui as créé la lumière, c'est toi qui as créé les lignes. Et donc, si tu veux, se dégage une satisfaction de création qui, vraiment, pour moi, est extraordinaire. Tu décides de chaque élément qui se retrouve dans ton image. Donc quand c'est mauvais, tu n'as qu'une seule personne à qui en vouloir, c'est toi-même. Oui. Et c'est vachement libérateur. Parce que beaucoup de personnes, après, se bloquent en disant « Oui, mais alors c'est parce que j'ai pas ci, c'est parce que j'ai pas ça, parce qu'il faisait pas beau, parce que… » Là, c'est que de ta faute si ça marche pas. Tu peux pas gueuler sur la personne avec un impair rouge qui passe dans ton arrière-plan et qui attire le regard pile au moment où tu as déclenché ta photo. Est-ce que tu as des photographes, livres ou photos préférés ? Ah oui, beaucoup. En fait, dans mon approche, si tu veux, j'ai énormément de respect pour les grands maîtres. Et je m'inspire énormément de… alors, pour te donner des noms, typiquement, ça va beaucoup tourner autour de Erwin Olaf, de Annie Leibovitz, de Nadav Kander, Dan Winters, Irving Payne. J'en oublie des millions, tu vois, mais ça, ce sont vraiment pour moi des maîtres absolus qui sont dans le picturalisme. Et c'est marrant parce que quand tu vois, par exemple, quelqu'un comme Annie Leibovitz, elle a tout essayé. Elle a un portfolio en fait de reportage, de photojournalisme, et elle a un portfolio de picturalisme. D'accord. Et je sais ça fait scission en fait. Il y a beaucoup de personnes qui aimaient Annie Leibovitz dans sa période de photojournalisme et qui ont abandonné Annie Leibovitz quand elle est rentrée dans son picturalisme. Et moi, c'est l'effet inverse. Enfin, en fait, les deux j'aime. Mais c'est vrai que la photographie qui me parle le plus, c'est quand elle a commencé à faire son picturalisme. D'accord. Qui est ton domaine à toi, voilà. et la façon dont tu vois le monde. Est-ce que tu es plutôt, j'imagine que la réponse est assez évidente, plutôt zoom ou plutôt focale fixe ? Plutôt focale fixe, ouais, plutôt focale fixe. Ta ou tes focales de prédilection ? Depuis que je travaille au moyen format, avec le GFX, c'est donc l'équivalent 50 mm. Je suis retombé amoureux en fait, du 50 mm au moyen format parce que le 50 mm au moyen format te donne en fait la profondeur de champ d'à 85 en plein format. Donc tu récupères la profondeur de champ que tu aimes d'un typique 85 mm sur un plein format, mais avec l'angle de vue d'un 50. L'angle de vue et la profondeur des plans,
la compression des plans d'un 50. Et ouais, ça, j'aime beaucoup. Là aussi, je pense que la réponse est assez évidente. Lumière naturelle ou flash? Alors, pas si évident que ça. Parce que beaucoup de personnes vont faire une différence entre les deux. Et je rappelle beaucoup ça sur les interventions que je fais, c'est qu'il n'y a strictement aucune différence entre la lumière du soleil, une bougie, le flash de ton iPhone, un flash. Il n'y a aucune différence. Donc, oui, le flash parce que tu as la maîtrise totale, mais je peux très bien travailler en fait avec le soleil. Ça te demande un petit peu plus en fait d'adaptation parce que tu ne peux pas tout maîtriser. Tu ne contrôles pas. Voilà. Donc le flash par confort presque. Ouais. Mais je suis contre l'adage qui dit la lumière du soleil, elle est magique, elle est au-dessus des flashs ou quoi que ce soit. Ça, c'est faux. C'est juste parce que c'est encore un mépris de la technique. c'est juste parce qu'on ne sait pas utiliser en fait un flash. Là également, alors j'allais dire la logique, mais en fait c'est plutôt ma perception des choses, voudrait que tu fasses plus des moments posés, mais finalement est-ce qu'il y a des moments réels dans ta photographie aussi? Alors, c'est vrai qu'après, dans ma méthode de travail, j'aime bien en fait vraiment, si tu veux vraiment faire un parallèle avec le peintre, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que le peintre va faire poser ça ou son modèle, tu vois. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup faire ça aussi en photographie. Maintenant, petit à petit, je commence aussi à laisser de la liberté au modèle. Tu as en fait une zone de travail qui est liée en fait à la zone de création de la lumière. Mais après, dedans, j'aime beaucoup aussi travailler avec des modèles expérimentés, de talents, qui vont pouvoir aussi après maintenant proposer des postures, des expressions que je n'aurais pas pu maîtriser. Donc la partie magie, la partie incontrôlée, je la laisse en fait à la proposition, tu vois, du modèle. D'accord, donc c'est une petite partie sur laquelle tu cèdes un peu de contrôle. Bien sûr. À ce moment-là. Bien sûr. Je sais que tu retouches beaucoup tes photos. Tu es même assez connu pour ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta logique? Alors, comme je suis dans le picturalisme, si tu veux, la réalité en soi, je m'en fiche. J'interprète. Et quand tu interprètes, du coup, tu as la liberté. Et pour moi, si tu veux que je fasse en fait du graphisme ou que je fasse en fait de la photographie, que je fasse de la peinture, que je fasse du dessin, c'est tout le monde a le même parent, c'est de l'image. Et une image, en fait, a, si tu veux, des moyens de s'élever. Et ça passe par la théorie des couleurs, ça passe par la théorie de la composition, etc. Les lignes. Et donc, si on parle de la théorie des couleurs, le principe, en fait, c'est déjà de conceptualiser la théorie des couleurs que tu vas faire sur ton cadre, donc avant même de mettre ta lumière. Puis ensuite, tu crées ta lumière. Et ensuite, en post-production, tu vas venir peaufiner les couleurs qui ont été captées pour essayer de créer la meilleure harmonie de couleurs possible. Et je dis toujours en fait cette analogie qui encore revient, tu vois, au son. Une bonne harmonie des couleurs, c'est exactement comme faire un accord, tu vois, sur un piano. Tu as une photo, tu as une image, tu vas avoir peut-être 5 masses de couleurs dominants. Et ben, c'est exactement si tu prenais en fait 5 doigts et que tu faisais un accord sur un piano. Il peut être sonnant ou dissonant. Le principe, c'est que dans l'image, tu vas essayer de créer l'accord le plus sonnant possible. Après, quand tu fais un accord qui sonne en musique, tu peux avoir un accord plutôt majeur ou mineur. La différence, c'est le sentiment que ça procure. Et ben, quand une harmonie est bonne ensuite en image, tu as le choix de la transformer en majeur ou en mineur à l'image. Typiquement, c'est travailler soit avec des teintes plutôt chaudes ou des teintes plutôt froides. Et toute cette théorie, si tu veux, je n'ai strictement rien inventé. Elle existe depuis la nuit des temps, depuis le travail de recherche des peintres. Et donc, comme le peintre a la totale liberté de créer ses couleurs, moi, en fait, en photographie, je prends la totale liberté de modifier mes couleurs pour créer la meilleure harmonie possible. Donc, ta retouche, c'est essentiellement de la couleur. Exactement. Beaucoup de personnes pensent retouche, pensent on va redessiner le nez, on va redessiner le corps. Manipulation. Manipulation. Ce n'est absolument pas ça. La post-production, ce n'est que la recherche de l'harmonie des couleurs
en travaillant sur les teintes, les saturations et les luminosités. Point à la ligne. Il n'y a rien d'autre à faire en post-production. Et le problème, c'est que dans l'inconscient des gens, ça rentre pas pour l'instant. Par exemple, tu as la loi qui est passée, interdit, tu vois, de poster des images retouchées. Ça veut tout et rien dire. Toutes les images qui sont postées et qui ont ce label non retouché sont toutes retouchées. Mais c'est pas retouché dans le terme que les gens pensent, elles sont post-produites. Elles sont les luminosités, les teintes et les saturations et les variations sont modifiées pour créer la meilleure harmonie possible. C'est amusant parce que c'est un point sur lequel on va se retrouver. Même en reportage, j'ai la même logique dans ma retouche, c'est que je ne cherche pas à transformer une image de façon immodérée. Par contre, c'est toujours de la couleur, du contraste, des choses comme ça. On se retrouve assez. C'est vrai que quand on parle de retouche en temps normal, c'est presque un gros mot, quoi. Un RAW, je répète toujours ça, donc un RAW qui est pour moi un négatif numérique, ne se présente pas. Je suis assez d'accord là-dessus. Donc, si tu shootes en JPEG directement dans ton boîtier, oui, tu n'as peut-être pas besoin de retoucher. Si tu shootes en RAW, c'est une obligation, car en fait, le RAW c'est une image plate. Elle a nécessité d'interprétation. Alors, j'ai un petit jeu pour nos auditeurs très drôle. Allez sur n'importe quel groupe Facebook de photographes et demandez ce que vous pensez de la retouche aux gens. Et puis, prenez du popcorn, asseyez-vous et amusez-vous bien. C'est quoi tes sources d'inspiration en dehors de la photo ? Alors, bonne question, parce qu'en fait, je m'inspire au final, si tu fais un camembert de mes inspirations, la photographie est équivalent à tout plein d'autres choses. C'est-à-dire que je m'inspire énormément de la peinture, je m'inspire énormément du film, des séries, de la BD, de l'illustration. Voilà. Je m'inspire de tout parce que tout n'est que image. Et c'est pour ça que vraiment j'insiste dessus. C'est pas la photographie en tant que telle qui m'intéresse, c'est l'image qui m'intéresse. Donc typiquement, j'ai des dossiers d'inspiration, si tu veux, sur mon ordinateur, que j'ai tout le temps avec moi sur mon téléphone. Et tu as des dossiers où ce sont des captures d'écran, par exemple sur Netflix, de séries ou de films. Et donc, en fait, un arrêt sur image en fait, sur une série, sur un film, devient une image. Et donc, ça s'apparente à une photographie. C'est la même chose. Donc, tu es au-delà de la photo, tu es... quel serait le terme exact ? Un imageur ? Ouais, je te cherche toujours en fait le mot. Mais, le mot n'existe pas, je pense. Ouais, mais... Créateur d'image. Voilà, créateur d'image. Typiquement, quand on parle de post-production, je m'inspire énormément du travail, ce qu'on appelle des coloristes en fait, au cinéma ou dans les séries, qui post-produisent du coup les images d'un film ou d'une série. Typiquement, tu vas voir une série comme Mindhunter sur Netflix. L'harmonie des couleurs est extraordinaire. Tu vas voir par exemple le dernier Joker au cinéma. L'harmonie des couleurs est extraordinaire. Je suis retourné 2 fois pour voir le film en tant que tel, et une deuxième fois pour aller le voir de manière plus technique et pour m'inspirer de comprendre les harmonies des couleurs qui avaient été créées. Et quand tu rentres là-dedans, dans ce domaine-là, c'est passionnant. Donc du coup, dans ton temps libre, tu cherches des images. Oui, alors ça c'est très problématique, c'est-à-dire que pas de temps libre. J'ai pas de temps. En fait, le problème c'est que je fais ça tout le temps. Et ma femme m'en veut, mais si tu veux, c'est tout le temps. Je lis par exemple... Tu peux pas débrancher. Par exemple, typiquement, je m'inspire énormément d'un dessinateur de bande dessinée qui s'appelle Romain Renard et qui a dessiné en fait les BD Melville. Je connais pas. Mais c'est pour moi le plus beau dessin jamais fait en bande dessinée. C'est pas très connu, mais c'est extraordinaire. Et quand tu travailles sur des très grosses commandes, souvent le client demande en fait de créer un mood board. Et donc, moi, je crée des concepts, comme vous pouvez voir sur mon site internet, sur Photoshop, parce que je ne sais pas dessiner. Mais je saurais dessiner. Par exemple, dans le cinéma, le storyboard, ce ne sont que tous les plans sont dessinés. Et ben, quand tu regardes cette BD, en fait, chaque case pourrait être en fait une case de storyboard. C'est amusant parce que y a une chose que j'ai en dessin qui m'inspire énormément, c'est les dessins de Sampé. Pas par l'approche graphique, mais par la simplicité. Je suis admiratif de la manière dont il arrive à simplifier les choses et j'aimerais être capable
dans la photo de simplifier autant que lui. Tu as par exemple Larsenet, qui a sorti la trilogie. Attends, je perds mes mots. Comment elle s'appelle faut que je te retrouve. Je vais essayer de le retrouver à la fin. Je mettrai le lien ça dans les notes d'épisode, on trouvera. C'est que du noir et blanc, mais c'est tellement beau. Et on s'en fout que ce soit dessiné, photographié ou peint. Ce n'est que de l'image au final. Blast. Je vais regarder ça et on enverra tous les auditeurs regarder Blast de Manu Larsenet et Melville de Romain Renard. Très bien. Voilà. Je mettrai dans les notes d'épisode les liens correspondants. On va passer à la deuxième partie de cette émission qui est par rapport à ta philosophie de la photographie. On l'a déjà abordé assez succinctement dans la première partie. On a 2 philosophies et 2 approches relativement différentes, toi et moi. Tu es patient et méthodique. Moi, je suis vraiment dans l'instant. Je disais en rigolant que si tu es le pôle Nord, je suis le pôle Sud, ou inversement. Et donc, je faisais, quand on en a discuté, l'analogie avec la peinture te concernant. Ah, mais tout à fait. Vraiment, si je savais peindre, j'aurais fait de la peinture. J'utilise l'appareil photo comme un pinceau. D'accord. C'est peut-être simplement un outil. On revient toujours à cette histoire de créer des images. C'est un outil qui me permet de créer des images. Je saurais dessiner, j'aurais juste utilisé un crayon. Et c'est juste que c'est un outil qui me permet juste de créer des images. D'accord. L'appareil photo est ton pinceau. Et c'est vrai que ça se retrouve dans tes images, dans cette philosophie de couleur. J'en ai quelques-unes sous les yeux là. C'est impressionnant en fait de précision. On a eu, sur ce sujet justement, puisqu'on parle de la différence entre nos approches, on a eu une réaction assez forte à une vanne qu'on a fait avec Cyril dans le premier épisode, qui est une private joke entre lui et moi, qui est plus Cyril qui me met le nez dans mes conneries qu'une réflexion sur Julien. Mais c'est vrai qu'il y a eu des réactions à ce petit passage où quelqu'un en a parlé sur un groupe Facebook. On a eu un bond des lectures à ce moment-là, qui venait de Facebook, donc je pense que c'est lié. Je voudrais juste raconter cette petite anecdote, pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas l'histoire, pour illustrer effectivement qu'on n'a pas la même approche. La photo, elle est sous mes yeux en ce moment. C'est une photo d'un couple sur le pont de Bir Hakeim. C'était un mariage, donc tu m'as expliqué la genèse de cette image-là. Si tu veux peut-être la raconter aux auditeurs, et je reprendrai après. Rapidement, c'est un couple, un expat français qui se marie avec une Indonésienne et qui viennent faire leur mariage en fait à Paris. Donc je fais le mariage en tant que tel, mais c'est vrai que le reportage ne me fait pas vraiment vibrer et je me dis tiens, ils ont les tenues, ils sont venus avec les tenues traditionnelles. Je me dis il y a un truc à faire et donc en fait je leur dis est-ce que vous pouvez m'offrir au moins une demi-journée et on va essayer de réaliser une image. Alors j'ai essayé d'expliquer avec d'autres mots à l'époque, mais voilà, une image publicitaire, voilà. Et ils me font confiance et on y va. Et donc du coup, on passe une demi-journée sur le pont de Bir Hakeim pour créer les prises de vue. Et ensuite, il y a 2 jours de travail en post-production derrière. Donc cette image, il y a 2 ou 3 ans, on est au salon de la photo avec Cyril et il y a une formation de Julien. Il me dit viens, on va avoir une formation, Julien à Pruzès, tu vas voir, c'est super et tout. Et moi, Julien Pruzès, tout ce que je connaissais de toi à l'époque, c'était cette image-là. Et au-delà de cette image-là, une vidéo qui avait été réalisée au moment où tu l'as faite, où on te voit passer une demi-journée à faire cette photo. Il faut savoir que le pont de Bir Hakeim, pour un photographe de mariage, c'est un lieu incontournable. Et moi, je vois ça, je te vois passer une demi-journée sur une photo. Et je me dis, mais moi, j'aurais fait 1000 photos déjà. Et j'en aurais rendu 30, 40, 50, 100, va savoir. Et j'ai eu cette impression qu'on était 2 mondes totalement, même pas différents, opposés. Alors à l'époque, c'est de la bêtise de ma part, je pense. Je l'admets, il faut être tout à fait honnête. Et donc Cyril me propose d'aller voir une formation et j'ai ce raccourci merveilleux qui est non, j'aime pas. Donc Cyril, depuis, vous êtes devenus copains. À chaque fois qu'il me parle de toi, il dit j'ai vu quelqu'un que t'aimes pas. Et à chaque fois, je suis obligé de dire mais arrête de déformer ce truc-là. Donc cette blague là, la preuve que c'est cool, c'est que tu vois, on est là ensemble. On est là ensemble. Aujourd'hui. Alors je rajouterais même un truc. Sur mes 3 meilleurs potes, il y en a 2 avec qui on s'est soit engueulé très fort, soit on s'aimait pas du tout au départ. Et finalement, je crois que c'est ce qui crée les meilleurs liens. C'est d'être opposé au départ.
Et c'est assez amusant. Et c'est vrai que finalement, ça m'a donné cette opportunité de me retrouver assis face à toi et d'avoir cette discussion qui est très intéressante et de réaliser qu'on n'a pas forcément la même façon de faire les choses, mais que finalement, on a peut-être le même message à la fin. Au final, c'est que des images. C'est ce qu'on crée. En reprenant sur les images, qu'est-ce qui te fait prendre une photo? Qu'est-ce qui te fait déclencher l'appareil? C'est là où ça rentre vraiment dans le domaine du non palpable. Tu vois, moi, j'ai besoin d'être ultra préparé en fait quand je fais un shoot. Donc, j'ai besoin de conceptualiser le shoot, j'ai besoin de préparer ma lumière, etc. Quand le jour J arrive, évidemment qu'il y aura plein de choses que tu n'auras pas contrôlées, maîtrisées, qui va se passer. Et donc, à ce moment-là, quand est-ce que tu déclenches et tout ça. Alors, et puis, je déteste shooter en rafale. Je déteste ça. Donc, c'est là où toute l'éducation que tu as eue, en fait, que tu as donnée à ton œil et qui prend toute une vie, c'est-à-dire que ce que j'arrête pas de dire, en fait, c'est que un œil, en fait, ça s'éduque toute la vie. Même quand tu ne sais pas que tu l'éduques, tu l'éduques. Tout le temps, tout le temps. Et donc, le jour arrive, on fait le shoot, et d'un coup, il se passe quelque chose. Et moi, si tu veux, ce que je vois, au final, c'est plus forcément le mannequin, c'est des lignes. Je vois des lignes, je vois une composition qui se forme. Et quand je déclenche, c'est quand en fait les lignes créent en fait une harmonie. Et quand tu regardes par exemple des études de composition de très grandes peintures, tu repères toutes ces... Typiquement, quand tu commences en photographie, on t'apprend qu'une seule règle de composition qui est la règle des tiers. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il en existe une vingtaine de règles de composition et qui sont tout aussi meilleures que la règle des tiers. Je dénigre pas la règle des tiers, c'est juste qu'elle fait partie d'une vingtaine. Une de 20. Voilà. Et si tu veux, quand tu vois les chefs-d'œuvre et que tu comprends comment les lignes en fait s'harmonisent, c'est ça en fait qui fait que quand je déclenche, j'ai vu quelque chose. Alors va savoir, peut-être c'est à force de regarder des images, des belles images, que ce soit de la peinture, de la photographie, du dessin, d'un coup, il y a des lignes qui se forment et c'est ça qui me fait déclencher. C'est fou ça. C'est alors, deux choses par rapport à ça. La première, c'est que j'ai vu sur ton site que tu as des dessins de concept. C'est ça que tu vois en fait au moment où tu déclenches? Ce serait mentir de dire ça parce que si tu veux, quand je fais un concept, je crée des poses tout à fait banales et génériques en fin de compte. C'est plus pour travailler mes masses de couleurs. Mais au final, quand la pose, si tu veux, emmène encore quelque chose de plus et que les lignes, je ne les avais pas pensées comme ça, mais qu'elles sont juste meilleures. Tu les vois s'aligner. Elles sont juste plus belles, elles s'alignent. Bam. Tu as une diagonale qui part de bord à bord, tu as d'un coup une ligne de force qui se dégage, et ça, parfois ça se joue au millimètre près. Et ce qui va faire la différence entre une image qui fonctionne et une image qui ne fonctionne pas, parfois ça va être juste en fait un petit centimètre d'épaule, et c'est ces lignes-là en fait que j'observe. Presque quand je shoot, si tu veux, je vois l'image presque floutée. Je la vois en fait dans son ensemble, et je simplifie l'image qui est devant moi. Je ne vois que des ronds, des carrés et des triangles. C'est extraordinaire en fait que tu dises ça parce que tu vois, je démarre cette interview en disant on a une façon très différente d'approcher les choses et en vrai, je l'ai déjà dit en plus dans le podcast, donc vous écouterez les autres épisodes et vous verrez que je n'invente pas ça sur le moment. Moi, quand je fais des photos d'une partie d'ensemble d'une soirée, je ne vois que des formes et je ne vois que du mouvement. Je vois rien d'autre. C'est déjà parce qu'il fait sombre et qu'il faut distinguer des choses. Mais la réalité, c'est que vraiment, c'est le seul truc qui me fait déclencher, c'est ça. Et je suis assez surpris qu'on ait cette similitude-là. Parce qu'en fait, on essaie de réinventer la roue. Et au final, si tu veux, tout a déjà été inventé, en fait. Tout a déjà été fait. On ne fait que... C'est un éternel recommencement. Les fondamentaux dans la théorie, si tu veux, de l'image, c'est la même depuis des millénaires. Pour toi, du coup, c'est quoi une photo réussie? Bonne question. C'est difficile parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes... Alors, tu vois, par exemple, typiquement, je suis contre l'adage de dire il y a les goûts et les couleurs. Pour moi, ça, c'est typiquement faux et une excuse. Et alors là, je vais me mettre à dos, je ne sais pas combien de personnes, mais ça n'existe pas pour moi. Soit une image est belle, soit elle ne l'est pas. Et si tu veux, c'est aussi facile
de faire l'analogie que si je prends un piano et que je te fais en fait un accord qui soit est dissonant, tu vas l'arrêter tout de suite parce que ça te fait mal aux oreilles. Soit il est sonnant et il te relaxe. Une image, c'est exactement le même principe, seulement le bip, tu vois, le signal est beaucoup moins fort et il faut énormément travailler son œil. Tout le monde a ce clic. Mais tout le monde n'est peut-être pas aussi formé que pour de la musique où on est exposé de la musique tout le temps sans arrêt. Peut-être. Mais ce que je veux t'expliquer, c'est... Alors non, mais non, parce qu'aujourd'hui, tout le monde va te dire qu'on n'a jamais été aussi exposé à une quantité d'images incroyables, que ce soit sur Instagram, sur Facebook. Mais est-ce qu'on la critique réellement, cette image ? Il y a plus de critiques sur de la musique où tu as une vraie notion de ce que tu aimes et de ce que tu n'aimes pas, que des images que finalement, tu vas avoir passé devant tes yeux sans forcément les regarder. Je donne un exemple. Je veux en fait absolument montrer un film à ma femme et je n'arrive pas à lui faire sauter le pas parce qu'elle a des a priori sur ce film et parce qu'elle en a peur. C'est Shining. Shining, il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de c'est un chef-d'œuvre. Point. À un moment donné, tu vas dans un restaurant, un 3 étoiles Michelin, c'est un 3 étoiles Michelin. Il sera meilleur qu'un 2, qu'un 1 et que quelqu'un qui n'a pas d'étoile. Point. C'est objectif. Point. Il faut arrêter de vouloir chercher, de toujours essayer d'édulcorer les choses. Il y a des gens qui sont meilleurs, il y a des images qui sont meilleures, il y a des plats qui sont meilleurs. Point. Ce film Shining, c'est un chef-d'œuvre. Elle ne veut pas le voir parce que sa sensibilité n'est pas en fait sur les films de suspense, d'horreur. Donc, si tu veux, tu vas au musée du Louvre. Combien de fois, j'essaie de faire une fois par an le musée du Louvre, tu arrives devant par exemple le Radeau ou même la Joconde et tu entends des gens arriver devant le tableau et dire « Franchement, je ne comprends pas tout le hype qu'il y a autour de ce tableau, c'est moche. » Donc là, tu as deux styles de personnes. Tu as une personne qui se dit « Je vois que c'est moche, donc c'est moche. » Ou tu as une autre style de personne qui dit « Je vois que c'est moche, mais si c'est au Louvre, c'est que c'est un chef-d'œuvre, donc je vais essayer de comprendre pourquoi c'est beau. » Et bien la différence qu'il y a entre un photographe, un peintre, quoi que ce soit qui réussit, elle se fait là, dans la curiosité. Le pire ennemi qu'on a en photographie, c'est son propre œil. Mais c'est tellement important, au début, en fait, on ne s'en rend pas compte. Le plus gros step que j'ai fait dans ma progression, c'est le jour où j'ai reseté mon Facebook, mon Instagram. Parce que quand tu commences, ton œil n'est pas formé, donc tu t'abonnes à plein de photographes et à tout. Et tu ne vois qu'à longueur de journée passer des images moches. Donc, inconsciemment, ton cerveau va te faire des images moches. Tu reproduis ce que tu vois. J'ai tout reseté. Et sur Instagram, tout le monde le sait, sur Instagram, ce n'est que pour du pro. Je ne le suis comme un mood board. Je ne suis pas les copains, quoi que ce soit, c'est fait que pour... Donc je vais suivre une vingtaine de photographes qui pour moi sont des maîtres. Et du matin au soir, je vais sur Instagram pour que mon œil voit continuellement de belles images. Et pour moi, le secret, il est là. Donc c'est le principe, par exemple, de quelqu'un qui perd la vue. Quelqu'un qui perd la vue va développer son sens auditif. Quand tu commences en fait la musique, tu vas au solfège. Le premier cours qu'on te donne au solfège, c'est qu'on te fait écouter par exemple une musique d'un orchestre symphonique. Au départ, quand tu l'entends, tu entends une soupe. Puis, le premier exercice qu'on te fait faire, c'est d'essayer sur une feuille de discerner chaque instrument. Au début, tu n'entends rien. Mais à force de travail, tu vas commencer à discerner chaque instrument. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que l'ouïe, le sens, le goût, la vue sont des sens qui s'éduquent et qui se travaillent. Et la pire chose à faire, c'est quand tu commences, c'est de faire confiance à ton œil. Et tu sais où c'est extrêmement utilisé cette approche ? J'ai dû repasser 3 fois un stage permis parce que j'ai perdu tous mes points sur le périph'. Et à force d'aller dans des rendez-vous, j'ai repassé 3 fois ce stage. Et ce stage est basé sur la science. Et on t'explique que tu es face à des gens qui, du coup, estiment tous être les meilleurs conducteurs du monde parce qu'ils ont une acuité visuelle incroyable. Et ils vont te faire des expériences scientifiques où ils vont juste te remettre
face à ta connerie et te dire, mais gars, ton œil, c'est d'une simplicité enfantine de le tromper. Et donc, quand tu commences à comprendre ça, que en soi, faire de la post-production, ce n'est que faire plaisir au mécanisme de fonctionnement de l'œil, tu commences à comprendre certaines choses. Aujourd'hui, l'usage fait de tes photos, c'est quoi ? Aujourd'hui, je travaille plus qu'avec des professionnels. Et donc, ce sont en fait des images pour la communication en fait, des marques. Donc, une marque me contacte. Un exemple type, on va travailler par exemple avec un ébéniste qui va monter en fait, son affaire. On va avoir 3 pôles en fait, de travail. Le portrait du concepteur. On va avoir en fait, les photographies du produit qui est mis en vente. Et ensuite, le produit mis en scène, la publicité. Et typiquement, en fait, sur chacune des marques, je travaille sur ces 3 pôles. Du coup, le ratio projet personnel contre projet pro ? Bonne question. Très bonne question. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux, mes commandes tombent quasiment tout le temps suite à un projet perso. Donc aujourd'hui, je suis quasiment sur 1 pour 2. Donc les gens découvrent en fait quelque chose que tu as fait et te disent ça m'intéresse, c'est ça pour moi. Exactement. La plupart de toutes les commandes que j'ai eues, c'est soit un travail qui a été fait pour une commande, soit un travail qui a été fait perso. Typiquement, on parle de la photo de mariage de Birakem. Cette photo, ce n'était pas une commande des mariés. C'est moi qui étais proactif, qui proposais ça. Je l'aurais presque même offert. Cette photo, je la réalise. Je la poste sur Instagram. Cette photo, en fait, est remarquée par une agence. Et c'est cette agence qui m'a offert ma première campagne McDonald's. Et ça, cette histoire, elle est en continu. Chaque projet perso que je fais me génère de nouveaux clients. Donc, il faut absolument arriver à trouver une balance, on va dire au moins de 1/3 de perso, 2/3 de commandes, voire aujourd'hui, j'en suis quasiment à moitié-moitié. Ça s'équilibre et tout est lié finalement. Exactement. Et ton business aujourd'hui ne tient pas sans la partie personnelle ? Non. Aujourd'hui, j'ai besoin de faire des projets perso pour pouvoir faire des choses que j'ai dans la tête qui ne peuvent pas passer par des commandes. Et ces projets donnent du coup idée à de nouvelles commandes. Donc ton commercial passe à 100% par ton artistique. Exactement. Du coup, dans la discussion qu'on a eue, j'ai le sentiment que la technique a une place très importante. Et du coup, comment s'installe la vision en fait dans ton image ? Alors, c'est le concept type de la balance. Quand tu as une majorité de personnes qui ne parlent que d'artistique, ben, en fait, je ne fais parler que de technique pour remonter la balance. Mais cette balance ne va jamais dépasser l'artistique. C'est-à-dire que pour moi, c'est simple. Une image qui fonctionne, c'est une image qui a 50% d'art, 50% de science. Et le problème, c'est que quand je dis ça, mais tu as plein de personnes qui sautent au plafond parce que la science... Mais on a peur de nommer la science. Je rappelle toujours que les plus grands maîtres de peinture étaient des savants. Et adoraient faire ce genre de recherche scientifique. Léonard de Vinci, je rappelle, a passé sa vie à mathématiser le beau. Est-ce que, du coup, c'est pas lié au fait qu'on a l'impression qu'un artiste, c'est un talent inné et pas un travail ? Alors là, tu pouvais pas me faire plus plaisir. C'est la meilleure question, tu vois, du podcast. Le talent n'existe pas. Voilà. Et là, pareil, je vais me prendre des huées. Le talent n'existe pas. Je donne toujours cet exemple. Pour arriver dans l'équipe des Chicago Bulls, il n'y a que le travail. Par contre, le talent, c'est Michael Jordan. C'est ce qui va faire le petit plus. Par contre, Michael Jordan n'aurait pas travaillé et ne serait jamais arrivé aux Chicago Bulls. Et le pire, c'est que c'est lui-même qui le dit. Il le dit, le plus grand regret que j'ai eu, c'est d'avoir fait croire que je suis arrivé à mon niveau que par mon don. Et il le disait là dans un article qui est sorti récemment. Il dit, vous ne pouvez pas imaginer, et c'est ça le talent des grands maîtres dans n'importe quel domaine, c'est qu'ils font croire que c'est facile. Alors que derrière, les seuls qui sont arrivés à ce niveau-là, ce sont tout simplement les personnes qui ont le plus travaillé. C'est très rigolo que tu parles de Jordan parce que j'ai un article non fini sur mon blog que je vais finir un jour, du coup, peut-être maintenant qu'on est en train d'en parler, qui dit que je préfère être Jordan que Scottie Pippen, par exemple. Parce que Jordan est le meilleur nulle part, mais il est à 90% partout.
C'est-à-dire, enfin, il y a certainement des points sur lesquels on me donnera tort et on me dira que oui, c'était le meilleur marqueur ou le meilleur truc. Mais je pense que c'était le joueur qui était bon à tous les niveaux, où il y a toujours quelqu'un qui peut lui passer au-dessus sur un domaine très particulier, genre Pippen au rebond, c'était le mec qui savait faire que ça, mais par contre il le faisait tellement bien que ça valait le coup de le laisser sur le terrain. Et Jordan, c'est quelqu'un qui travaillait tout et qui était bon à tout. Et je reste persuadé que le secret du succès, c'est d'être ce type-là qui est à 80-90% sur la photo, sur le marketing, sur la communication, sur la communication avec les sujets, dans ton approche. Et ça, j'aime beaucoup les analogies avec Jordan. Je pense qu'on va bien s'entendre là-dessus. Ouais, et tu vois, dans la photographie, aujourd'hui, dans la mode actuelle, tu tapes par exemple comment retoucher une image ou comment faire une belle photo sur YouTube. Les premières vidéos qui remontent, c'est faire une belle photo facile, sans prise de tête, en 2 minutes. Et après, on te dit, tu te mets face à ton sujet, tu lui fais tourner la tête de 25 degrés, tu lui fais lever un peu le nez pour qu'il regarde la lumière. Et c'est un truc facile à reproduire. Ouais, mais c'est ça qui est dans le vocabulaire, on ne met plus en valeur en fait le travail. Et pourtant, c'est tellement, si tu veux, exaltant d'arriver à faire quelque chose tout simplement parce que tu as travaillé pour, c'est juste énorme. Alors, là, tu vois la différence, c'est que aujourd'hui, je suis à des années-lumière d'être un bon photographe. Comparé à les personnes que je respecte en tant que maître, mais j'en suis mais tellement loin. La seule chose à laquelle je me raccroche, c'est que ces personnes ont juste plus travaillé que moi. Après, évidemment, que je ne serai pas un Irving Penn, je ne serai pas un Erwin Olaf. C'est la petite part de talent qui fera la différence. Mais si j'arrive juste en fait au niveau moyen qu'ils ont, ce ne sera que par le travail et j'ai toute une vie pour y arriver, si un jour j'y arrive. Si on revient sur ce problème des vidéos YouTube, je pense que c'est quelque chose qui peut être très positif pour quelqu'un qui sait travailler. Le problème de toutes ces vidéos-là, c'est que justement, on facilite tellement le non-apprentissage pour faire croire aux gens qu'ils ont ce talent. Et on prône le non-travail. C'est ce qui me rend fou sur Instagram, c'est que le like Instagram, c'est pas un like de qualité, c'est un like de ce qu'on a vu, de ce qu'on a envie de reproduire ou de ce qu'on a déjà reproduit. Et en fait, on admire quelque chose de proche de soi, alors que justement, on devrait admirer quelque chose qui est extrêmement lointain. Tu vises l'expo, tu vises le livre un jour ou pas? Ouais. Je sais pas quand, mais oui, c'est quelque chose qui m'intéresse. Quelque chose qui te motivera. Mais pas pour l'instant encore. Côté davantage business, comment est-ce que tu vends de la photo de studio aujourd'hui? D'abord, est-ce que tu vends de la photo ou est-ce que tu vends de l'image de marque? Puisque c'est un petit peu ce qui est mis en avant sur ton site. Et comment est-ce que tu le vends? Aujourd'hui, je ne vends que aux professionnels. Donc, je n'ai pas le côté où je vends de la photographie aux particuliers, où je vends de la photographie en galerie. Pour l'instant, je ne vends de la photographie que pour de la communication de marque. Pour l'instant, c'est ça. Donc, tu vends de l'image de marque. Ce que tu crées aujourd'hui, c'est plus un concept qu'une image. C'est l'ensemble. C'est ça en fait que j'aime bien, c'est que je m'occupe du concept, je m'occupe de la lumière et je m'occupe de la post-production. Donc au final, je crée une image dans sa globalité. En fait, je vais reformuler ce que j'ai dit. Ton image est partie d'un concept et tu gères ce concept dans son intégralité. Alors après typiquement, quand je vais travailler avec certaines agences, c'est l'agence qui propose le concept. Et donc du coup, moi, je ne fais que réaliser en image leur concept. Ce qui est aussi super intéressant parce qu'il y a plein de... je n'ai pas toutes les idées, tous les concepts. Et c'est ça la force de travailler en équipe. C'est que les agences peuvent arriver en fait avec des idées géniales. Et c'est là la différence, pour faire un petit tarc, c'est là la différence qu'il y a entre un photographe pro et amateur. Il n'y a pas de différence de qualité entre les deux. Il y a des photographes amateurs qui font des photos plus belles que des pros. La différence pour un vrai gros pro, c'est que il faut être capable de répéter la chose. En fin de compte, il faut être capable de répondre à une commande, qu'elle soit d'un client ou que ce soit de toi. Et elle est là toute la différence. Je donne l'appareil photo à ma fille, je lui laisse faire 1000 photos, il y en aura peut-être un chef-d'œuvre.
Un grand photographe professionnel doit savoir faire un chef-d'œuvre à chaque cliché. Elle est là la grande différence. Du coup, quand tu as ce cadre qui est imposé par quelqu'un, tu le vois comme un cadre ou comme une limitation? Ça impacte comment ton image? Non, je le vois comme une liberté. C'est un peu comme quand on travaillait avec une focale fixe. On dit, mais alors c'est une limitation. En fait, le fait d'être limité te libère. C'est bizarre à dire, je ne sais pas comment l'expliquer, mais le fait d'avoir moins de paramètres fait que ça te donne plus de liberté pour aller en détail en fait des choses. Typiquement, tu vois, on a fait la dernière campagne McDo que j'ai fait avec l'agence White Dog. Ils sont arrivés en fait avec le concept. Génial. J'ai adoré le concept et ça m'a encore plus motivé de me dire mais c'est de la magie. Tu as quelqu'un qui te sort un concept sur papier, qui te l'a dessiné et toi tu vas le réaliser en image. Pour moi, ça c'est ça qui me fait vibrer en fait dans le métier, c'est pouvoir créer. En fait, si tu veux, c'est comme si je réalisais des rèves en images. En même temps, c'est une idée que tu n'aurais pas forcément eu toi, et Mais du bien coup, sûr. on prend le meilleur de plusieurs personnes. Bien sûr. Et la somme est supérieure à ce que vous auriez produit chacun indépendamment. Bien sûr. Quoi. D'où l'intérêt, le gros intérêt aussi de travailler en équipe. On change un peu de sujet. J'ai vu que tu faisais aussi pas mal de formations. Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte? Énormément. C'est le principe du thésard qui vient donner un cours de maths en terminale. Le fait en fait de réexpliquer en fait les fondamentaux, je ne sais pas comment l'expliquer, mais des fois, ça te donne une réponse à un problème beaucoup plus complexe. Et combien de fois il y a des histoires où il y a des thésards qui étaient bloqués sur un problème ultra compliqué et qui ont trouvé la solution en expliquant des fondamentaux à des élèves de terminale. Cette histoire, elle est arrivée 1000 fois. Et en fait, aujourd'hui, le fait de former, de consulter des gens, faire du consulting pour des gens, m'aide énormément parce que ça me permet d'encore plus approfondir la méthodologie que j'essaye de mettre en place et donc ça me donne des réponses pour des projets plus complexes. Ça t'aide en même temps que ça aide les autres. Mais de manière improbable. Dans ton approche commerciale, j'ai l'impression que tu as un vrai talent de communication. Oh là là, alors pas du tout quoi. Alors non mais vraiment, alors je te remercie. Mais alors, je suis une quiche pas possible, quoi. Tu délègues ou... Non. Non, mais je trouve que je suis nul. parce que je trouve que c'est très cohérent, justement, je sais pas, l'image que tu envoies. Et j'ai payé pour apprendre que tu as des gens qui te suivent et qui te défendent, ce qui est quand même la base de la bonne communication. Écoute, je te remercie, ça m'étonne beaucoup, mais c'est cool. Mais je trouve que je communique pas bien. Enfin, je veux dire, à un moment donné... je n'ai que, je sais plus combien je dois avoir 2200 followers sur Instagram. Sur Instagram, c'est rien. Si on parle purement que de com, je ne parle pas là après de talent photographique ou quoi que ce soit, si on parle que de com, je suis mauvais si je suis à 2200 et je crois 4000 sur Facebook, etc. Ça dépend des 2200. Ça peut, oui. Oui, ça peut. La qualité de l'auditoire, oui. Mais oui, j'ai beaucoup de progrès à faire là-dessus, franchement. D'accord. C'est pas l'impression que j'ai eue D'accord, je te remercie. En me renseignant sur toi. Et justement, ma question, c'était est-ce que c'est un boulot à plein temps? Mais manifestement, pas du tout. Alors, mais non, mais si, au contraire. C'est-à-dire que je suis nul en travaillant comme un âne en fait, dessus. C'est-à-dire que j'essaye de... C'est ça, en fait, le truc que les gens ne comprennent pas. C'est que tout le monde veut devenir photographe. Le jour où tu passes pro et que tu as une affaire à faire tourner, sur ton camembert, sur 100% de ton temps, tu fais de la photo, 10%. Et ça, les gens ne veulent pas le croire. Et la compta, tu as l'impression que tu en fais 80% du temps. Non, mais la compta, je suis en plein dedans. Là. Ça fait 4 jours plein que je suis sur de la compta. Je dois finir mon exercice 2019. C'est n'importe quoi. Je dois avoir à peu près une trentaine d'images en attente de post-production pour publier en fait, des projets. J'ai pas le temps. Je ne fais que de la compta, de la com, de la prospection. Je faisais beaucoup plus de photos avant de lancer mon studio. Ça, c'est assez logique. C'est pareil pour tout le monde, je te rassure. On vit tous le même problème. Et mon rêve, oui, c'est sûr qu'un jour, j'aimerais pouvoir recruter et ne m'occuper en fait plus que de la photographie. Ouais. Ce qui serait un beau... Un énorme luxe. Ouais. Un beau luxe. Exactement. Ouais. Puisqu'on parle argent, aujourd'hui, est-ce que tu gagnes bien ta vie? Aujourd'hui, alors, le problème, c'est qu'il faut lisser sur l'année. Aujourd'hui,
je gagne ma vie. Bien, non, mais voilà, je n'ai pas forcément à me soucier. Maintenant, après, c'est très facile à compter. Hein. Je suis sous le statut le nouveau statut de la micro-entreprise sous Macron qui permet d'être assujetti à la TVA. Donc c'est simple, hein, tu calcules le plafond de chiffre d'affaires que j'ai, voilà. Donc je ne le plafonne pas totalement, mais je suis limité à ça. Moi, ça m'arrange parce que j'estime que c'est un chiffre d'affaires max qui est tout à fait honorable pour vivre. Et ça me facilite en fait tout l'administratif, toute la compta. Alors, même si j'y passe beaucoup de temps, ça me la facilite quand même énormément. C'est pas ce moins de temps que tu passerais en SARL. Voilà. Par contre, ça demande, je me suis fait beaucoup avoir où tu as des périodes creuses et des périodes de rush. Le problème, c'est que quand tu as des périodes de rush, tu peux aussi ne pas pouvoir répondre à toutes les commandes et donc ne pas pouvoir, si tu veux, combler toute la période de creux. Donc ça m'a demandé énormément d'organisation et aussi de travail sur soi au niveau des investissements. Parce que moi, j'avais un peu la tendance au début, dès que l'argent rentrait un petit peu plus, hop, je suis un gros geek, j'achète tout sur... voilà. Donc du coup, si tu veux, aujourd'hui, j'ai atteint un niveau d'équipement qui me satisfait. Donc, j'ai plus forcément besoin de faire des investissements. Ce sera que du renouvellement. Donc c'est un petit peu plus facile aujourd'hui. Dans ta carrière, qui commence à être longue, c'est quoi le pire moment ? Aucune carrière pour l'instant. Dis-moi. C'est quoi le pire moment de ta carrière ? Le pire moment de ma carrière, c'est... en fait, c'est des pics de stress liés au matériel. C'est-à-dire que, par exemple, donc à l'époque où je faisais encore un peu de mariage, il y a un bug qui peut s'identifier sur certains appareils photo où le compteur maximal, en fait, si tu veux, de l'appareil photo arrive à 9999. Ce bug-là, je l'avoue, je ne le connaissais pas. J'arrive à la matinée, c'est la pause déj, je fais un point et je suis à 10 minutes de reprendre, on va à l'église. Je suis dans la voiture, je fais quelques checks et je me rends compte que l'appareil photo ne s'allume même plus. Il ne s'allume plus parce qu'il a bugué, parce que c'est le bug de l'an 2000 en fait. Je me suis dit, je vais rater. Alors, pour moi, un mariage, c'est, dans le meilleur des cas, c'est une fois dans ta vie. Donc, je vais flinguer le mariage, tu vois. En plus, c'était des amis. Je m'en suis rendu malade. J'ai dû appeler un ami qui a su trouver le problème et a su me faire une manipulation. Heureusement que j'avais 2 boîtiers avec moi. Mais je me suis retrouvé dans une situation où là, mais j'avais qu'une seule idée en tête, c'est de me mettre plongé à 100 mètres, quoi. C'était un pic de stress. Mais un pic de stress, je me dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je vais faire ? Et c'est vrai que ça c'était vraiment un truc qui m'a marqué. Et du coup, je fais énormément attention du coup, un peu à tous ces petits bugs qui peuvent arriver. Ouais. C'est marrant parce que ça rejoint un conseil que je donne à tous les gens qui veulent changer d'appareil, où je dis, mais c'est plus important d'avoir un appareil peut-être un peu moins performant, mais que tu connais par cœur, parce que tu peux réagir à tout, qu'un appareil 100% neuf, flambant neuf, tous les 6 mois, où s'il se passe le moindre truc, tu ne sauras jamais le régler. En fonction des marques, ils ont des philosophies peut-être un petit peu différentes et tout ça. Donc j'avoue, moi, ce truc, je ne savais même pas que ça existait, quoi. Il y avait ce bug de carte mémoire. J'ai eu ça une fois, il y a 1 an, sur une bar mitzvah, où j'arrive, je me mets en place, tout va bien et tout. Et mon appareil refuse de prendre des photos et de les enregistrer. Ah oui, non mais... Et là, tu fais merde, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, j'ai réfléchi à ce que j'avais fait avec cet appareil les semaines précédentes. J'avais fait une animation où tu sais, tu prends des photos, c'est directement en tethering sur l'ordinateur, donc les photos arrivent directement. Et c'était sur une période un peu bâtarde pour Fuji où ils venaient de faire des mises à jour et ils avaient changé la manière dont tu réglais ta connexion USB. D'accord. Et en fait, tu étais obligé de le refaire à la main sur cette génération-là. Et je ne l'avais pas remis. Et ça, c'était un coup de stress qui n'a pas duré longtemps parce que je connais mes appareils, je sais où aller chercher. Voilà, mais quand tu es en stress, le stress fait que tu oublies tout, tu retrouves plus les trucs. Moi, je l'ai trouvé parce que je savais pas précisément ce qui se passait, mais je savais à quel endroit aller regarder.
C'était ça Yes. que ça a changé, d'où l'intérêt de connaître ces appareils. C'est pour ça que Exactement. je vous raconte cette anecdote-là. Du coup, par opposition, le meilleur moment de ta carrière? Franchement, le meilleur, c'est ma première campagne McDo, celle qui est très colorée. En fait, sur ce projet, c'est le projet où j'ai développé pour la première fois cette méthodologie en fait, de concept et de dessin pré-shoot. Et quand j'ai fini tout et que j'ai mis côte à côte le concept et l'image finale, vraiment, il y a eu un switch. Mais vraiment, je crois même que je me suis levé dans le studio, j'ai gueulé, j'ai crié. Je suis ça peut partir très vite en live avec moi, mais ça a fait boum dans ma tête. J'ai dit, non mais déjà, c'est ce que je veux faire, c'est ça. Créer des images que j'ai pensées en fait avant. Et cette satisfaction, cette paternité que tu as, qui est inédite, c'est-à-dire que tu as pensé le truc, tu l'as dessiné et tu le refais en photographie à l'identique, ouais, ça a été une satisfaction énorme. Tu as réalisé que tu avais maîtrisé ton sujet de bout en bout à ce moment-là. Et c'est ça que j'insiste, c'est que c'est sûrement pas la plus belle image du monde, on s'en fout. C'est juste qu'elle marche. Elle fonctionne. Après, qu'on aime ou n'aime pas, ce sont des sensibilités. Mais elle fonctionne. Parce que le concept fonctionne. Tu peux dire elle est belle. Ouais. Comme la Joconde. Exact. Non. Mais bon, t'as compris le concept. J'ai compris l'idée. Elle a franchi le seuil d'être beau. Puis après, dedans, t'as tous les niveaux, que t'as le chef-d'œuvre, t'as le moins bon chef-d'œuvre, mais tant qu'elle passe le seuil de ça marche. Des 10%, voire des 5%. Il faut pas, pour moi, il y a vraiment ce seuil-là, c'est l'image ne fonctionne pas, l'image fonctionne. Après, on a tous des sensibilités différentes. Il y en a qui préfèrent des rendus un peu plus chauds, d'autres des rendus un peu plus froids, des trucs plus vivants, des trucs plus figés. Mais il y a un moment où c'est incontestable. Mais il y a un moment, exactement, où c'est incontestable, l'image fonctionne. Dernière question, qui est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode de podcast? J'ai plein de copains que je respecte énormément. Tu peux proposer à Malo. Tu peux proposer à Maxime Stange, tu peux proposer à Quentin Caffier, tu peux proposer à Antoine Mélis, tu peux leur proposer. Ouais. Je vais les joindre. Malo était déjà sorti par Cyril. Ouais. On va le harceler gentiment. Yes. Ton actualité, Julien, c'est quoi aujourd'hui? Alors mon actualité, donc ça c'est le côté science, recherche, j'ai développé 5 nouveaux outils en fait, dans Photoshop qui sont utilisés pour la post-production, qui sont disponibles sur mon site internet et il y a toute une sorte de mini-thèse qui a été écrite en fait, dessus où il y a des présentations et des démonstrations. Je suis très content, j'ai eu d'excellents retours, ça s'est très très bien passé, donc on va continuer. Il y a certainement une version 2 qui sortira fin de l'année. Donc ça c'est pour l'aspect recherche. Il y a l'aspect formation, consulting en fait, où j'ai eu la chance, ça s'est fait là dernièrement, le 9 mars, on va créer le premier gros workshop Pro Photo Academy à Paris. Donc on va communiquer dessus là très, très prochainement. Et puis pour le plus important, l'aspect photographique, j'ai à peu près 4-5 séries en fait, qui sont en cours de réalisation, qui vont sortir, dont un projet que j'ai développé avec Malo, qui s'appelle Cross, qui est une sorte de regard croisé. On est parti sur le principe où on s'est proposé, fais-moi mon portrait comme tu me vois, et je te fais ton portrait comme je te vois, dans le moment de la création de nos images. Et donc, en fait, on a fait un gros projet qui a été filmé et on est en train de finir la post-production en fait, des images. On est en train de finir le montage de la vidéo. Il va y avoir un blog qui va être écrit. Donc, c'est un gros projet qu'on sort là d'ici, peut-être aller au maximum, on le sort dans un mois. Pour te retrouver, je rappelle que tu as ton site internet, julienpruzes.com. On te retrouve assez facilement sur Instagram et Facebook. Je crois que c'est là où tu es le plus actif. Ouais. En cherchant Julien Pruzes Studio, je mettrai tous les liens dans les notes d'épisode pour qu'on puisse te retrouver facilement. Je te remercie, Julien, d'avoir pris ce temps de parler avec nous, de nous exposer ta méthode. C'était très intéressant. Merci infiniment. Franchement, c'était super cool.
Et finalement, on est plus proche que ce que je pensais. Ben, Comme quoi. exactement. À quoi ça tient? Exactement. Et ce qui est super intéressant, c'est de pouvoir échanger sur des visions différentes, tu vois, de la photographie. Et je pense qu'en fait, dès qu'on a des regards croisés sur les disciplines, c'est encore plus formateur, en fait. Et puis on voit les points communs aussi qu'on ne voyait pas au départ. C'est vrai que je suis arrivé avec cette idée qu'on allait être, je t'ai dit, pôle Nord, pôle Sud. Et même pas différents, presque des pratiques opposées. Et en vrai, une fois qu'on discute, on se rend compte à quel point... Je répète, au final, on ne fait que des images. Exactement, ce sera le mot de la fin. Merci Julien. Merci beaucoup. Merci d'avoir passé un moment avec nous dans l'œil de Julien Apruzès. C'est fini pour cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez supporter ce podcast, partagez-le sur les réseaux sociaux, abonnez-vous et laissez un avis sur Apple Podcast. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans le prochain épisode, dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.